La tradition africaine, la terre n'appartient pas aux hommes. L'Occident a créé et légitimé le principe de la propriété privée de la terre. Ce principe n'est pas un principe du droit traditionnel africain. La terre n'est pas une propriété privée dans la tradition africaine. La terre est une création divine. L'homme en est simplement un usufruitier. Et la civilisation dans la tradition africaine, c'est l'organisation du passage de l'homme de la forme animale à la forme divine. C'est cette organisation qui commence par la naissance et s'achève par la mort. La mort n'étant que le chemin vers une renaissance possible. Donc la terre est un atelier que Dieu, à travers les puissances primordiales, nous a donné pour nous préparer à devenir des ancêtres. Toute la civilisation africaine est organisée contre le principe de la confiscation de la terre. Or, à travers les mutations de l'histoire, l'Occident va imposer le principe de la propriété privée. C'est lui qui, comme dit Rousseau, va tracer en disant « ceci est à moi ». C'est lui qui va imposer les principes du droit international actuel. Tout le droit international actuel est organisé à l'origine sur le principe de la propriété privée. À partir du moment où vous posez le principe de la propriété privée, on va figer chacun sur ses positions. Les Africains sont massivement présents sur le continent africain, c'est leur continent. Les leucodermes sont massivement présents sur le continent européen, c'est leur continent. Les rouges américains, qu'on appelle les Indiens d'Amérique, sont massivement présents sur le continent nord-américain, c'est leur continent. Les jaunes sont massivement présents, eh bien, en Asie et en extrême Asie, c'est leur continent. Vous voyez comment le monde s'est figé. Si la philosophie africaine de la Terre avait continué à inspirer les institutions internationales, les hommes pourraient circuler d'un bout à l'autre de la planète sans être considérés comme des étrangers. C'est parce qu'on a nié le principe que nous sommes tous des citoyens de la même planète, que nous sommes entrés dans les rivalités de puissance et que nous sommes en train de tenter aujourd'hui par l'équilibre de la terreur et des puissances de recouvrer des droits. Donc le panafricanisme, c'est l'idée que le monde étant devenu un rapport de force entre les puissances, les Africains doivent se reconstituer comme puissance pour imposer leur respectabilité, leur égalité et leur fraternité. Les panafricanistes sont des Africains en Amérique du Nord, en Europe, au XVIIIe, XIXe siècle, puis progressivement dans le continent, qui prennent conscience du fait qu'il va falloir lutter pour être respectés. Il va falloir lutter pour être respecté. Pourquoi? Parce que la plupart des groupes, des nations, des États, des puissances qui constituent ce monde ont perdu l'idée selon laquelle la terre nous appartient à nous tous. Puisque cette idée n'est plus le référentiel moral des grandes puissances planétaires, les Africains vont prendre conscience de l'obligation de s'organiser comme tels et de lutter pour préserver le havre de la transmission de la vie à leurs enfants. Donc le panafricanisme, à l'origine, est ancré dans un humanisme universel. Les panafricanistes ne peuvent pas être des racistes, car toutes les races dérivent de l'homme africain. Nous ne pouvons pas cracher sur nos propres enfants. Au sens de la phylogénèse, l'Afrique est la mère de l'humanité. Les Africains ne peuvent pas être racistes. Ce n'est pas possible, car tous les hommes qu'il y a sur la terre sont des descendants d'Africains. Les Africains initiés et instruits le savent. Mais les Africains sont obligés d'être réalistes. Le panafricanisme, c'est la prise de conscience du fait que les autres ne sont pas aussi gentils que nous souhaiterions qu'ils le soient et que par conséquent nous devons nous imposer en construisant des rapports de force qui nous protègent contre le rapt négrier, le rapt colonial, le rapt néocolonial et la brutalité dictatoriale. En quoi consiste donc l'idéologie panafricaniste? Bon, l'idéologie panafricaniste, à mon avis, elle se centre autour de 4 grands axes. Le premier axe, c'est que les panafricanistes invitent les Africains à se réconcilier avec la connaissance de leur propre histoire. C'est ce que j'appelle l'axe scientifique. L'Africain doit connaître l'histoire de l'Afrique. Et si on étudie sérieusement l'histoire de l'Afrique, on va se rendre compte que Homo sapiens sapiens,
qui constitue l'humanité et qui peuple toutes les planètes actuelles, est originaire du continent africain. C'est quelque chose qui a une conséquence politique qui n'a pas été suffisamment soulignée jusqu'ici. Si le premier homme est africain, si le premier sapiens sapiens est africain, cela veut dire que tous les continents ont été peuplés à partir de l'Afrique. Cela veut dire que s'il y a une population sur la Terre qui est franchement légitime sur tous les continents, c'est la première population de tous les continents. Et s'il y a une première population de tous les continents, c'est la population africaine. Ce fait est aujourd'hui établi par une science qui s'appelle la génétique des populations. Il faut que les jeunes Africains qui naissent sur tous les continents sachent que les premières populations de toute la planète sont des populations noires venues d'Afrique. Il faut qu'on explique à toutes les générations, quelles que soient les couleurs, que la peau blanche que vous voyez est une mutation génétique d'anciens Africains. Il faut qu'on l'explique scientifiquement, de l'école primaire à l'université. Les premières populations du continent africain, du continent européen, du continent asiatique, du continent américain, ce sont les populations africaines. Nos frères en humanité, les Blancs d'Europe ou d'Amérique du Nord ou d'Asie, que vous voyez, sont des descendants d'anciens Africains qui ont connu des mutations génétiques caractérisées par la perte d'un pigment que l'on trouve dans la peau des Africains, la mélanine. Et on sait que la mélanine a été perdue parce que ces populations étaient pendant très longtemps exposées à un climat très froid et que sur plusieurs centaines de milliers d'années, ce pigment s'est progressivement déprogrammé dans leurs gènes. Le processus est scientifiquement expliqué. Si on sait donc que les Africains étaient en Amérique avant Christophe Colomb, si on sait donc que les Africains étaient en Amérique du Sud avant qui que ce soit dans ce monde, que les Africains étaient en Asie et qu'on les retrouve jusqu'au Japon dans les populations Ainus, qu'on les retrouve parmi les ancêtres des Chinois, qu'on les retrouve aborigènes en Australie, qu'ils étaient en Amérique du Nord où ils ont laissé des monuments avant même que les populations dites indiennes actuelles prospèrent. Alors on ne peut pas traiter un Africain comme un paria sur la terre. Nous, Africains, sommes les descendants des hommes les plus anciens. Et cela s'enseigne scientifiquement. Cela se démontre scientifiquement. Toutes les sciences des populations qui existent actuellement dans le monde recoupent et montrent que, eh bien, l'Afrique est en réalité le berceau de la population de la Terre entière. Du coup, la question est la suivante. Qui peut légitimement expulser un Africain sur la Terre? Je commence par cette question. Personne ne peut légitimement expulser en fait un Africain sur la Terre. Ça pose ensuite la question suivante. Idéologiquement, comment légitimer la revendication souverainiste des Africains? Puisque si toute l'humanité est anciennement africaine, est-ce que les Blancs d'Europe, est-ce que les jaunes, est-ce que les métis d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ne pourraient pas revendiquer l'Afrique justement comme étant la terre de leurs ancêtres et légitimer par là leur volonté d'hégémonie au XXIe siècle, au XXe siècle que nous la voyons encore? C'est un problème théorique important. La réponse est très simple.